Retour au débat de France 24 consacré aujourd'hui au rôle et aux intentions de la Turquie. Pour essayer d'y voir clair, à nos côtés, Emre Demir, journaliste, ancien rédacteur en chef de Zaman France. Face à lui, Selçuk Demir, avocat, secrétaire de l'Alliance des juristes franco-turcs. Également avec nous, Nedim Goursel, écrivain, directeur de recherche au CNRS ici à Paris. Et Marc Semo, journaliste au Monde en charge des questions diplomatiques. On était à l'instant en train de parler de l'ampleur on peut le dire, de ces purges et de ces suspensions dans l'administration, effet donc de l'état d'urgence en Turquie et de ce contre-coup d'État donc à l'œuvre sous nos yeux. Emre Demir, vous étiez en train d'évoquer finalement les différences avec la France et de parler de l'ampleur des suspensions, notamment dans la justice, qui rend effectivement difficile la tenue d'un certain nombre de procès contre toutes ces personnes aujourd'hui inculpées. Ces purges visent tous les secteurs, y compris privés ou publics, et toutes sortes d'opinions publiques ou politiques. Ce qui m'inquiète plus, ce n'est pas le bon fonctionnement de l'État, mais c'est les effets sociaux de ces purges massives. Parce que tous ceux qui ont été purgés de l'État ont condamné à mort sociale. Leurs comptes bancaires sont suspendus systématiquement, leur sécurité sociale annulée, droit à la retraite perdus, ils n'ont plus le droit d'exercer leur métier. S'ils étaient en police, ils ne peuvent pas travailler dans le privé. Enseignants, ils ne peuvent plus continuer. Leurs diplômes universitaires ont été annulés. Donc c'est mort social. Dans quelques mois, plus de 100 000 personnes, avec leurs familles, plus d'1 million de personnes, seront face à des difficultés financières énormes. Et donc, ce qui m'inquiète plus, c'est les effets sociaux de ces purges massives. Et ce n'est que le début. Il faut souligner que les médias programmentaires, les ministres, évoquent encore 300 000 personnes de plus. C'est du délire total, c'est une hystérie collective, mais c'est toujours possible d'arriver à ces chiffres. Selçuk Demir, vous qui connaissez bien le système judiciaire, par exemple la justice aujourd'hui, a-t-elle les moyens de fonctionner, puis plus généralement sur les conséquences effectivement, même économiques de ce qui se passe, parce que sortir effectivement 100 000 personnes du système, quand on sait que la Turquie aujourd'hui a sur son sol pas loin de 2 millions, je crois, de réfugiés en provenance de Syrie, ça demande là aussi des moyens, 3 millions, et puis plus généralement la croissance, elle qui n'est plus là, est-ce que là on n'est pas face à de réelles difficultés? Est-ce que c'est bien le moment de taper d'une certaine manière sur l'administration et les corps d'État? Alors, si je peux me permettre une réponse à Emre Demir, les effets sociaux, il fallait y penser, je pense, quand l'organisme dont vous revendiquez votre appartenance a organisé le coup d'État, ou la tentative de coup d'État du 15 juillet dernier. Je veux dire, les effets sociaux et politiques, il fallait y penser à ce moment-là. Je vous ai peu entendu condamner la tentative de coup d'État. C'est inacceptable. Les termes qui ont été... Non, on affirme que c'est... Non, simplement, puisque vous l'accusez. En gros, Selçuk Demir, vous accusez Emre Demir d'avoir partie prenante avec les gouvernistes. C'est juste que les effets sociaux, il fallait y penser avant... Vous l'avez quand même accusé de complicité avec les auteurs du coup d'État. Je le dis qu'il fait partie, qu'il assume appartenir à une confrérie dite religieuse qui a la confrérie de Fethullah Gülen. Il fallait y penser à ce moment-là. Il y a 2 points à souligner. D'abord, en ce qui me concerne, c'est ridicule. J'étais sur le plateau de France 24. Mais on a bien compris que ce n'était pas vous directement. On affirme que ces 100 000 fonctionnaires étaient responsables de ce coup d'État, étaient tous des gulenistes. On affirme aussi que le coup d'État était guleniste. C'est ridicule parce qu'il faut savoir que le syndicat... Vous reniez-vous le terme de guléniste s'agissant de... Vous reniez-vous le terme le qualificatif de guléniste s'agissant de vous-même et des membres de Zaman France? Je ne suis pas l'avocat de Gülen, de guléniste, et s'il est coupable, donc je défends une procédure normale, judiciaire, équitable. Ce qui est important de dire... établissent la responsabilité. Le débat ici, c'est pas sur moi. Ce qui est important de dire... Ce qui est important de dire... Assumez-le. Vous êtes avocat du consulat de Paris, donc vous êtes payé par l'État turc. Moi, je l'assume. J'assume le fait d'être un franco-turc. On avait compris quelles étaient vos positions. C'est pas grave. Non, il faut juste ajouter ça. Le président du Yersav, quand même, l'association des juristes qui était un anti-Gülen acharné, est en prison. Tous les membres du syndicat d'extrême gauche sont en prison ou sont limogés. Donc ces purges ne concernent pas du tout les gulenistes. C'est important de le souligner. Selçuk Demir, les effets sur l'appareil d'État et l'économie. Alors juste, on a quand même prêté des qualificatifs au président Erdogan et de façon générale à l'AKP qui sont, à mon sens, inacceptables. On ne va pas revenir dessus. Quand on a parlé de fascisme, il faut quand même, pour que les téléspectateurs comprennent, bien contextualiser les faits d'aujourd'hui et bien comprendre ce qui s'est passé. De 2002 à 2012, on a un gouvernement Erdogan, et notamment l'AKP, qui a réalisé
qui a marché main dans la main avec votre cher Ojo Effendi. Il ne faut pas dire ici n'importe quoi. Permettez-moi que je finisse. Vous proclamez le droit à la liberté d'expression, permettez-moi que je m'exprime. De 2002 à 2012, l'AKP a réformé les libertés fondamentales et les droits de l'homme de manière révolutionnaire en Turquie, en accordant des droits constitutionnels et politiques aux Kurdes, en permettant la réforme des cours de sûreté de l'État, en assurant la multiplication des moyens d'expression de la société civile. Et c'est ce même fasciste, entre guillemets, qui aujourd'hui organiserait les conditions... On a vu des revirements dans l'histoire. Dictatorial. Donc, à mon avis, ça n'a pas de sens. Il y a un contexte bien établi qui existe aujourd'hui en Turquie, notamment la crise syrienne, notamment les tentatives de coup d'État du mouvement Gülen, qui expliquent aujourd'hui cette crispation. Et qui tombe peut-être au bon moment pour porter la réforme de la Constitution, refusée jusque-là par la majorité des partis politiques. Ça n'a rien à voir, monsieur. Oui. Le régime présidentiel, ça n'a rien à voir avec tout ça. Il faut expliquer aux téléspectateurs qu'il y a un contexte qui est extrêmement lourd et que ça ne tombe pas du ciel et qu'évidemment, Erdogan, qui a été un démocrate et qui est toujours un démocrate, veut aussi défendre les institutions et la République. C'est la pression populaire qui, aujourd'hui, pousse le pouvoir à poser la question du rétablissement de la peine de mort, ou est-ce un prétexte? Il y a en effet une revendication du peuple turc, de certaines couches du peuple turc, éventuellement de rétablir la peine de mort. L'Assemblée nationale décidera. Ce n'est pas le président Erdogan qui va descendre tout seul. Il n'en a pas la capacité juridique. Donc si un débat à l'Assemblée nationale permet le rétablissement de la peine de mort. À titre personnel, j'y suis opposé parce que c'est contraire notamment aux engagements de la Turquie vis-à-vis de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mais si le peuple turc le décide, on verra à ce moment-là. Marc Semo et ensuite Nedim Gürsel. Oui, sur la peine de mort, Erdogan dit « j'écoute le peuple ». Mais en même temps, il n'arrête pas de répéter « regardez, aux États-Unis, il y a la peine de mort, etc., etc., etc. » Erdogan, avant tout, est un démagogue maintenant. Effectivement, il fut un soutenu par une partie de la population. C'est elle qui a mis en échec le coup d'État en descendant dans la rue. Il fut un homme qui a profondément réformé la Turquie. Et c'est vrai que depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP, il y avait beaucoup de choses qui ont été faites jusqu'en 2013. Et ensuite, il y a eu un basculement d'un homme qui veut une république présidentielle, qui se croit chargé d'une mission divine, qui est celle de remettre la Turquie dans le sillon de son histoire ottomane et de la religion. Donc, qui se croit investi de cette mission et qui veut avoir les outils constitutionnel de l'affaire. Il est chef de l'État, il a été élu dès le premier tour, c'est une performance à noter, en 2014. Maintenant, il veut avoir une véritable république présidentielle. Et pour cela, il est prêt à tout. Et c'est dans cette logique-là, en bon démagogue, en même temps parce qu'il sait qu'il a besoin de l'alliance avec l'extrême droite du MHP, nationaliste, parce que les voix simplement de l'AKP ne lui suffisent pas, que notamment, il utilise la peine de mort, parce que l'extrême droite, c'est une de ses revendications depuis longtemps, et que donc, c'est avant tout le choix d'un homme autoritaire, populiste, qui va faire un référendum, et probablement dans ce référendum, en même temps qu'il y aura la République présidentielle, donc la République fondée sur le pouvoir d'un seul homme, sur le check and balance que l'on peut imaginer, en même temps, il y aura un des articles de la Constitution qui, probablement d'une manière ou d'une autre, évoquera la peine de mort. Nedim Gürsel, quelle est votre réaction à ça et le positionnement et les intentions de Recep Tayyip Erdogan? Écoutez, d'abord, je voudrais rappeler que je ne suis pas l'avocat du diable, ni celui du consulat. Je suis un écrivain indépendant, un chercheur au CNRS, et je dis ce que je pense. Oui. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je suis très inquiet de l'évolution actuelle de la Turquie vers ce régime présidentiel que le président veut instaurer coûte que coûte, taillé à sa mesure et qui va faire que la Turquie ne soit plus candidate à l'Union européenne. Car la Turquie s'éloigne de plus en plus de cette perspective. Aujourd'hui, dire que le président Erdogan est un démocrate ferait même rire les corbeaux, comme on dit chez moi. Est-ce que l'Europe n'est pas responsable aussi d'avoir braqué Erdogan en lui fermant la porte très tôt? Les torts sont partagés. Notamment la France, surtout le président Sarkozy a eu un discours de rejet qui a été mal ressenti en Turquie. Mais aujourd'hui même, le président Erdogan dit qu'il est l'Europe. Aujourd'hui, il vient de le dire. Nous avons à la personne du président Erdogan quelqu'un qui défie tous les jours les dirigeants européens. Donc, de quoi nous parlons vraiment? C'est celui qui a le plus fait pour la perspective d'adhésion à l'Union européenne. Comment pouvez-vous dire ça? Pour contrecarrer
le poids de l'armée. Il a été très habile, il faut le reconnaître. Moi, certains de mes amis qui se disent libéraux y ont cru. Je n'ai jamais cru que Erdogan, depuis 2002, avait cette vision démocratique et voulait faire entrer mon pays dans l'Union européenne. Je l'ai écrit d'ailleurs. Je l'ai écrit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, pour vous, c'était un moyen pour lui de maintenir à distance l'armée du pouvoir. Bien sûr, et il a réussi. D'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise chose. Oui. Que l'armée ne soit plus présente sur la scène politique, c'est une bonne chose. Et nous le devons à M. Erdogan. Je le reconnais. À mon avis, c'est une très bonne chose. C'est surtout la posture discriminante de l'Union européenne envers la Turquie qui a éloigné certains dirigeants politiques turcs. Mon itinéraire d'écrivain a été marqué par les coups d'État militaires successifs. Oui. Je constate aujourd'hui avec grande amertume que nous n'en sortons pas. Et je condamne bien sûr cette tentative du coup d'État militaire. J'ai été poursuivi en Turquie à cause de mes livres après les coups d'État militaires. Oui. Donc c'est une bonne chose que l'armée maintenant s'occupe évidemment d'autre chose que de la politique intérieure. Mais malheureusement, sans cette perspective européenne, la Turquie ne peut pas se démocratiser, ne peut pas progresser vers la démocratie, surtout si elle continue à bafouer les valeurs démocratiques, la liberté d'expression, la laïcité, les droits de l'homme, ce sont des valeurs que la Turquie ne respecte plus. Et c'est pour cela que je le déplore. Vous êtes préoccupé par l'arrestation des 2 maires de Diyarbakir où le pouvoir turc vient donc de nommer un administrateur qui se trouvait être un ancien sous-préfet de la province d'Ankara, la capitale. Le Conseil de l'Europe, lui, s'en est ému. Vous pouvez imaginer que les maires élus soient mis en prison et que l'État nomme à leur place des sous-préfets. Ça a été le cas récemment encore à Diyarbakir. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Dans quel pays si ces maires ont commis des choses que la loi n'admet pas, il y a des tribunaux pour cela. Ils peuvent être jugés, mais pourquoi jusqu'à ce qu'ils soient considérés comme coupables? Il y a le présumo d'innocence. Pourquoi les démettre d'autorité le Conseil de l'Europe? Dans quel pays européen est-ce que vous pouvez imaginer que les moyens de la municipalité sont mis au profit d'une organisation terroriste reconnue comme telle par l'UE et la France? Vous parlez du PKK. Comment est-ce qu'on peut effectivement concevoir cette idée que cette organisation qui a causé des milliers de morts depuis des années puisse être aidée par une organisation politique, fût-elle élue? On peut légitimement se dire qu'à un moment donné, il faut mettre un stop et il faut contribuer à réparer les dommages occasionnés par cette organisation terroriste. Déjà. C'est l'état de vous droit. Parlez non, comme je ne les condamne déjà pas. Condamnés. Il y a un principe, ils sont en procès. Il y a un principe de sûreté également. Vous êtes capable de faire la différence. Des gens sont perquisitionnés, sont arrêtés, sont placés en détention, Monsieur Gursel. Oui, mais vous les accusez d'avoir collaboré avec le PKK. Quand il existe des indices plausibles et concordants, on peut en effet vous avez un rôle de procureur en plus de celui de l'avocat du consulat. Nedim Gürsel, la loi, c'est simplement Selçuk Demir s'exprimer. Si en effet vous me rappelez ma qualité d'avocat, moi j'ai l'impression que vous aussi vous êtes l'avocat en effet du diable comme vous l'exprimez depuis tout à l'heure. Il faut le dire, Diyarbakir, donc c'est évidemment la question kurde qui se pose aujourd'hui. Il y a une volonté délibérée du pouvoir d'éradiquer les représentants de la communauté kurde au-delà même du PKK. Évidemment, il y a un lien très net et clair entre toutes ces arrestations. D'abord, on vise les Gülenisi, les Kurdes, maintenant les laïcs, les libéraux. Là, parce qu'on assiste à un changement de régime. Il y a une coalition qui est en train de s'installer. Au sein de l'armée, les ultranationalistes qui sont un peu impérialistes, etc., qui sont en train de prendre la main. Au sein de la police, ce sont les anciens nationalistes, les lougris qui sont en train de prendre la main. Et donc, c'est une espèce de coalition politique entre les islamistes d'Erdogan et les nationalistes et les ultranationalistes. Et donc, évidemment, les deux grands ennemis, ce sont des gulenistes et des Kurdes. Et ces purges, cette répression vise essentiellement ces deux groupes. Et donc le troisième groupe sera les kémalistes plus pro-occidentales, qui ne sont pas forcément ultranationalistes, etc. Ce qu'on voit avec le cas de Cumhuriyet. De la laïcité de l'État. Tous ces détails nous montrent qu'il y a un changement de régime.
on n'est plus dans l'ancien régime, dans l'ancienne République démocratique laïque, et qu'Erdogan, le date fondateur, c'est 15 juillet, et Erdogan est en train de construire un nouveau régime politique. Comment comprendre, Marc Semo, dans ce cadre-là, l'intervention de la Turquie, d'abord en Syrie, et là on la voit se rapprocher quand même assez près de l'Irak, puisque des chars sont à la frontière, dans la ville de Silopi. Dans la logique de cette alliance entre les islamistes et les ultranationalistes, il est évident que la Turquie ne peut rester, notamment dans les mots, extérieure à ce qui se passe à ses frontières. Oui. Elle est intervenue en Syrie à la fois pour combattre Daesh, mais surtout les Kurdes. Il y avait cette volonté réelle de combattre Daesh. Enfin, je veux dire, en partie, oui, sans doute aujourd'hui. Il y a eu des attentats terribles en Turquie. C'est quand même le pays qui était le plus frappé par les attentats de Daesh avec la France, même plus que la France au niveau du nombre de morts. Donc il y a la volonté de combattre Daesh après de longues ambiguïtés, non pas tant vis-à-vis de Daesh, qui était toujours perçu comme un allié objectif du pouvoir d'Assad, mais des djihadistes en général, et en même temps combattre les Kurdes syriens qui sont organiquement liés au PKK. Oui. Avec l'Irak, maintenant il y a une nouvelle étape, c'est la Turquie qui se dit, voilà, on est protecteur un peu des sunnites, et notamment des Turkmènes, qui sont des turcophones, au cas où les milices chiites, dans le cadre de la reconquête de Mossoul, mènent des massacres sur la Tel Zatar et sur ces minorités turkmènes, la Turquie montre ses muscles. Mais c'est dans la logique d'un régime nationaliste, d'un régime qui veut montrer son existence. En même temps, il y a de la part d'Erdogan un certain pragmatisme et une certaine habileté diplomatique, notamment dans le rapprochement avec Moscou, parce qu'en même temps que la Russie mène ses opérations, en même temps que la Turquie mène ses opérations, en même temps que la Turquie, qui est quand même le pilier du flanc sud-est de l'OTAN, la Turquie se rapproche de la Russie. Et hier encore, il y avait une rencontre entre les chefs d'état-major turcs à Moscou, et russes à Moscou pour discuter d'opérations communes. Donc il y a ce pragmatisme. Et un dernier point là-dessus, il est évident qu'après ce qui s'est passé, il vaut mieux occuper l'armée dans des opérations extérieures, ce qui par ailleurs redonne aussi une certaine crédibilité à l'armée, que de l'avoir trop ingéré dans les affaires intérieures et politiques. Alors, il y a 2 ans sur ce plateau, quand j'échangeais avec M. Gürsel, je l'entendais se plaindre du comportement de la Turquie, de ne pas intervenir contre Daesh à Kobané, en lui prêtant des intentions qui, à mon sens, ne collaient pas à la réalité. Moi, je vous ai très peu entendu, M. Gürsel, à l'époque libéré par les Kurdes. Quand il s'est agi pour la Turquie d'intervenir en Syrie contre Daesh, et je vous entends très peu actuellement quand il s'agit de condamner l'Irak, qui empêche la Turquie de combattre Daesh à Mossoul. Enfin, on a là encore un double discours, une espèce de double conception des choses. Quand la Turquie n'intervient pas à Kobané, la Turquie est forcément l'allié objectif d'un certain nombre de forces dites islamistes. Et quand il s'agit d'entrer et de lutter contre Daesh en Syrie, quand il s'agit de vouloir combattre Daesh à Mossoul, là par contre, on n'entend plus personne pour critiquer l'attitude des pouvoirs publics irakiens. La Turquie veut aller combattre Daesh à Mossoul et en est empêchée par Bagdad ? D'abord, moi, sur ce plateau, je n'ai jamais dit que la Turquie devait intervenir à Kobané, etc. Pour moi, la Turquie doit rester là où elle est. Il ne faut pas qu'elle s'aventure dans le conflit du Moyen-Orient, surtout sur la base des sectes. Vous pouvez préciser votre pensée pour ceux qui nous regardent sur la base des sectes. Qu'entendez-vous par là ? Parce que ce qui se passe actuellement en Syrie et en Irak, c'est un conflit entre chiites, sunnites, entre maronites et kurdes, chiites, ou turkmènes, sunnites, ou turkmènes, chiites, etc. Et la Turquie s'aventure dans ce bourbier en se référant à ces concepts-là. Ce que j'ai dit sur ce plateau, c'est qu'à l'époque, la Turquie ne faisait pas assez pour combattre le Daesh. Même le Premier ministre, M. Davutoğlu de l'époque, avait traité les militants de Daesh d'enfants coléreux. Il avait minimisé. Maintenant, la Turquie s'est rangée du côté de la coalition, et tant mieux. Elle a eu raison de le faire, mais intervenir dans l'Irak alors que l'Irak ne veut pas de la Turquie me semble quand même un peu forcer les choses. C'est un État souverain, l'Irak. Donc il faut combattre Daesh, mais en restant chez soi. C'est une conception qui n'est pas la mienne, de la lutte contre le terrorisme. Emre Demir. Il faut ajouter aussi cette facteur-là. Peut-être le Daesh est ennemi commun de tous les acteurs régional ou global, comme la Russie, les États-Unis. Ça, tout le monde le professe, mais qui agit concrètement ? Mais la Turquie. précisément,
précisément, chaque acteur a une politique à avancer, a un objectif secondaire. Et pour le cas de la Turquie, c'est d'arrêter l'expansion kurde en Syrie. Pour la Russie, c'est de protéger le... Et à Mossoul, quelle est la crainte? Ce sont les milices chiites ou c'est le PKK éventuellement? À Mossoul, la crainte c'est spécifique. En fait, il y a des Turkmènes sunnites. Les Turkmènes, en fait, la Turquie a été toujours le parrain des Turkmènes en Syrie et en Irak. Le but, c'est de protéger les Turkmènes sunnites, évidemment, et d'avoir des exactions des milices chiites. Et d'avoir un parole sur le futur de Mossoul. Et le crainte en fait d'une Iran qui est en train d'élargir son zone d'influence. Mais pour la Turquie, oui, combattre contre Daesh, c'est important, mais il ne faut pas oublier aussi qu'arrêter l'expansion kurde, c'est aussi important que le combat contre le Daesh pour Ankara. Merci beaucoup, on en restera là. Je vous demande de rester à nos côtés puisque tout de suite, c'est l'actualité vue du net, le prolongement donc, de ce débat avec Karim Yayaoui. Bien avec vous, bonjour mon cher Karim. Les médias occidentaux s'interrogent donc jusqu'où ira Recep Tayyip Erdogan chez lui dans les purges. Alors dans les purges et notamment face aux médias, on évoquait beaucoup cette actualité sur Twitter aujourd'hui et notamment on partageait cette image de RSF avec un Recep Tayyip Erdogan qui rejoint ceux qu'on considère comme des prédateurs de la liberté de la presse. Alors cette image a été assez partagée, tout comme ce dessin où on voit un Recep Tayyip Erdogan mordre la main de ce qui est sans doute un journaliste. Sur le site Slate, on avait cet article d'Ariane Bonzon qui écrit « Le combat d'Erdogan contre la presse ne connaît plus aucune limite » avec le visage de ce journaliste qu'on a beaucoup vu ces derniers jours, Kadri Gürsel, qui est un journaliste assez connu, un éditorialiste qui a été arrêté, qui en 2016 avait publié un livre Turquie année zéro, qui était un véritable brûlot en français, où il expliquait qu'on assistait en Turquie à la fin des grands principes de 1923, ceux qui étaient nés avec la révolution kémaliste, le progrès, la science, la raison, l'égalité des sexes, la laïcité. Pour lui, tout ça était en train de partir en décrépitude en quelque sorte. Alors il a été arrêté et du côté de son journal, on a choisi de mettre sa photo, mais aucun article en dessous, comme un symbole. Toujours sur les réseaux sociaux, on rappelait que le 1, l'hebdomadaire, a publié il y a quelques jours une enquête sur la Turquie avec un certain nombre d'articles. Il y avait notamment celui-ci qu'on découvre ensemble, l'article de Jean-François Pérouse, qui est géographe, qui souligne que, évidemment, on parle beaucoup depuis quelques mois de cette tentative de putsch qu'on présente comme élément déclencheur des purges, mais en réalité, il explique que dès 2013, après une enquête menée par un procureur à Istanbul, le président turc s'était senti menacé et les purges avaient déjà commencé. Du côté du 1, on trouve aussi cet article de Ece Temulkuran qui explique que la situation en Turc nous concerne tous parce qu'elle constitue, dit-elle, un avertissement face à la montée des populismes. Sur Twitter, toujours, certains s'interrogeaient où est l'Union européenne lorsque les droits de l'homme sont violés. Du côté de la presse canadienne, on parlait aussi de Recep Tayyip Erdogan, qu'on présente comme ayant eu un parcours qui l'a emmené de démocrate à sultan. La presse américaine n'est pas en reste, avec le Washington Post qui explique que le culte de la personnalité met en danger les rêves de démocratie en Turquie. Le New York Times également qui est très critique. Est-ce que la démocratie va survivre à Recep Tayyip Erdogan? Rien que ça. Et puis toujours du côté des médias anglo-saxons, le Guardian qui évoque ces actions à l'égard d'un certain nombre de journalistes, notamment des journalistes femmes, qui subissent des attaques sur les réseaux sociaux. Elles sont insultées par tout un tas de militants pro-Erdogan. En tout cas, c'est ce que raconte le Guardian. Et puis toujours sur les réseaux sociaux, on a ressorti cet extrait d'une interview de Recep Tayyip Erdogan à CNN. C'était le 1er avril 2016. Lui expliquait « Nous n'avons jamais rien fait contre la liberté d'expression ou la liberté de la presse. Au contraire,
la presse en Turquie m'a beaucoup critiqué, moi et mon gouvernement, et m'a beaucoup attaqué. Et malgré ces attaques, nous avons été patients dans la façon dont nous avons répondu à ces attaques. En tout cas, ce n'était pas la tonalité qu'on retrouvait dans un certain nombre de médias. Et pour clore ce chapitre et rapprocher ça de l'actualité française, Recep Tayyip Erdogan, rédacteur en chef à iTélé, c'est une idée peut-être de Bolloré, un dessin signé Goutal. Merci beaucoup, Karim. Voilà, c'était un œil sur les médias. Restez avec nous, à suivre dans un instant un nouveau journal. Je remercie quand même au passage d'avoir été avec nous Emre Demir, Selçuk Demir, également Nedim Goursel et Marc Semo. Voilà, nouveau journal tout de suite sur France 24. Restez avec nous.